Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'OTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce 13h. Bonne nouvelle pour les populations de Womé et Kokotomé. Les travaux de construction du pont de Womé viennent d'être lancés. Les détails dans ce journal avec le ministre des Infrastructures et des Transports. Nouvelle convention à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 13 promoteurs de radiodiffusion sonore ont signé les documents. Le point dans quelques instants. Et puis, les propriétaires de véhicules n'ont plus qu'une semaine pour s'acquitter de la taxe sur véhicules à moteur. Sur le terrain, la direction des impôts a multiplié les guichets pour faciliter les opérations. Bientôt, les populations de Womé et de Kokotomé pourront pousser un ouf de soulagement. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a procédé hier au lancement des travaux du pont de Womé. Suivez ici un extrait de son discours au micro de Ulvaeus Balogun. L'ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé apporte une solution dans la facilitation du transport sur les corridors Cotonou-Niamey et Abidjan-Lagos. Aujourd'hui, les populations d'Abomey-Calavi et environ sont confrontées à de grandes difficultés d'accès au centre-ville de Cotonou, car le pont de Djonou qui existe aujourd'hui ne permet pas une bonne fluidité du trafic, notamment aux heures de pointe. Pour ceux qui doivent se rendre sur leur lieu de travail à Cotonou et y retourner le soir. Il me plaît de rappeler que les infrastructures jouent un rôle capital dans le processus de développement économique et social. C'est pourquoi le gouvernement leur réserve une part significative dans la programmation des investissements publics, à côté de la prise en charge des besoins sociaux de nos populations. Les véhicules à moteur à 4 roues sont depuis le 1er janvier 2017 soumis à une taxe, la TVM, entendez taxe sur les véhicules à moteur. Tout automobiliste qui ne s'en acquitterait pas avant le 1er avril 2017 sera pénalisé. À quelques jours de la fin de l'échéance, une équipe est allée sur le terrain. Le constat avec Rachidat Biomama. Pour certains, c'est un devoir déjà accompli. Je me suis acquittée de ma taxe déjà, donc c'est un peu difficile, mais on n'a pas le choix et je peux vous le prouver. La vignette, elle est bien collée au niveau de ma vitre. Ben oui, voilà, moi j'ai déjà payé. On va dire qu'on est bon citoyen. Pour d'autres, en revanche, l'échéance n'est pas à son terme. Il reste encore du temps pour s'en acquitter. Bon, je vais m'arranger à payer avant le 1er. Pas encore, mais je pense le faire très bientôt. Quoi qu'il en soit, à Cotonou, pas de réticence à la nouvelle loi. Les guichets sont pris d'assaut et le constat est plus ou moins satisfaisant. Ce n'est pas facile de payer les impôts parce que ça réduit le revenu disponible pour les ménages. Donc les gens attendent toujours le dernier moment pour se manifester. Déjà à nos portes, à nos guichets, les gens se manifestent. L'affluence se fait remarquer. Toutefois, certains usagers déplorent les longues files d'attente. Pour y répondre, les horaires sont prolongés, de même que les guichets sont multipliés sur toute l'étendue du territoire national. Avant ça, les guichets à la mi-journée arrêtaient la caisse à 11h. On a prolongé ça jusqu'à 12h30. Ensuite, dans l'après-midi, c'était à 17h00. Bon. On a rallongé 30 minutes en plus jusqu'à 17h30. À Cotonou, ici par exemple, en plus des guichets traditionnels qui concernent les centres des impôts des petites entreprises d'Apakba, de Champ-de-Foix, de Saint-Michel, nous avons configuré aussi la Direction générale des impôts. Actuellement, la recette principale des impôts recouvre actuellement la TVA. Donc, en plus de ça, nous avons les centres des moyennes entreprises. Le compte à rebours a donc commencé.
à partir du 1er avril, commence l'application de la majoration ou pénalité. C'est 20% de ce que vous devez. Donc en principe, si malgré les occupations des uns et des autres, les gens n'arrivaient pas à payer dans le délai amiable, nos guichets sont toujours ouverts pour eux, qu'ils viennent payer. Seulement qu'il y a une majoration de 20%. Pour gagner du temps et éviter l'affluence, il est important de ne pas attendre les derniers jours. Faut-il le rappeler, la taxe sur les véhicules à moteur varie entre 20 000 et 60 000 francs CFA et elle est due par tout propriétaire de véhicules immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises. Comment s'applique le règlement 14 de l'UEMOA relatif au chargement hors gabarit au Bénin? Pour répondre à cette question, la Direction générale des infrastructures a effectué une descente à Cotonou. Blaise Adanko et Edmond Oubo ont suivi pour nous cette inspection. Le Bénin se prépare à la conformité du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la charge à l'essieu des véhicules poids lourds. Cette descente du directeur général des infrastructures au port autonome de Cotonou vise à vérifier le respect de cette mesure sous-régionale. Le Bénin a pris des engagements au niveau de l'UEMOA pour le respect des charges à l'essieu. Pour ce qui concerne le respect des exigences du règlement 14, au port autonome de Cotonou, il est mis en place 2 paires d'essieux fixes et 2 paires d'essieux mobiles. Là où nous sommes actuellement, nous sommes au niveau de paires d'essieux fixes à l'accès 1. Il y en a également à l'accès 2. Et le port est déjà prêt, toutes les installations sont déjà prêtes. Et ce qui reste pour le port autonome de Cotonou, c'est le contrôle des gabarits. Du travail reste à faire avant le 1er avril 2017, date butoir du règlement 14 de l'UEMOA. Que le port est dans l'effort pour être prêt le 1er avril 2017. Donc nous espérons que d'ici au 1er avril, les derniers réglages qui restent pour que les équipements installés soient exploitables. On n'a pas vu que le port est prêt aujourd'hui. Mais nous estimons avec ce que nous avons vu que d'ici au 1er avril, ces petits détails-là seront réglés. La délégation a ensuite mis le cap sur la Société des ciments du Bénin. Même exercice de contrôle et de rappel des règles obligatoires. Prochaine cible pour la Direction générale des infrastructures, la Société béninoise des brasseries du Bénin et la cimenterie d'Onigolo. Signature de renouvellement de convention à la HAC, 13 promoteurs de radiodiffusion sonore se sont retrouvés hier au siège de l'institution. C'est pour signer les conventions renouvelées, parmi eux les responsables de CAP FM et de AZEC FM. Reportage. La cérémonie est fort simple, mais elle consacre les visuels béninois. Paiement des redevances annuelles au Trésor public, production de rapports annuels d'activité à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les promoteurs de ces radiodiffusions devront s'en tenir au contenu des conventions renouvelées. Je voudrais retenir 2 expressions. La première, contrat de confiance. La seconde, obligation de résultat. Par contrat de confiance, la HAC nous dit, reprenez la course, avancez. Je vous fais confiance. Mais la confiance se mérite. La confiance n'exclut pas le contrôle. Cette cérémonie de signature de convention renouvelée fait suite à une visite de contrôle sur le terrain courant mars et dont le rapport a été adopté en plénière à la HAC. Et ces conventions font référence à diverses lois de notre pays, notamment le Code de l'information et de la communication, notamment la loi sur la radiodiffusion numérique, notamment la Constitution. Je souhaiterais que les différents promoteurs à différents niveaux et leurs collaborateurs lisent encore les conventions parce que tout est dedans.
Et la haute autorité ne va plus rester comme avant, elle sera active. Et c'est pour ça que nous avons prévu une évaluation à mi-parcours parce que la convention est signée pour 6 ans. Mais 3 ans après, nous allons évaluer. Au travail donc pour les 13 radios dont les conventions ont été renouvelées, ceci dans le respect strict de leur cahier de charges. La première session ordinaire du Conseil économique et social s'est achevée ce jeudi à Cotonou. Durant 30 jours, les conseils ont apprécié la gestion de leur président, Augustin Tabegbian. Ils ont aussi abordé la question du projet de révision de la Constitution. Blaise Adanko et Francis Faton. Fin de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Durant un mois, les conseillers ont passé à la loupe plusieurs dossiers. Nous avons pu examiner plusieurs dossiers importants. Au cours de la présente session, nous avons également adopté mon rapport d'activité au titre de l'année 2016. Au cours de la même session, nous avons poursuivi, surtout en commission, les travaux relatifs au sujet d'autosaisine sur des problématiques aussi importantes que les enjeux de l'économie numérique en termes d'emploi des jeunes au Bénin. Actualité oblige, cette rencontre s'est achevée sur fond de débat du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Ce contexte sociopolitique nous préoccupe particulièrement en ce sens que le projet de révision constitutionnelle suggère contre toute attente la suppression pure et simple du titre 7 de la Constitution, titre consacré au Conseil économique et social. Cette volonté de suppression du Conseil économique et social, manifestée par le gouvernement, appelle de nous quelques observations qui visent simplement à rappeler, s'il en était encore besoin, que le Conseil économique et social a toujours été l'une des plus importantes institutions dans les grandes démocraties du monde. La 5e mandature du CES a réitéré sa volonté à continuer son combat pour le développement du Bénin. Restons au CES pour évoquer cette audience. Le président Augustin Tabegbian a reçu une délégation du groupe béninois d'économie sociale et solidaire. Au cœur des échanges, la coopération entre le CES et le dit groupe. Suivant un extrait des propos du président du groupe au micro de Blaise Adanko. L'objet de la visite, c'est la signature de contrat de coopération entre le Conseil économique et social et le groupe béninois d'économie sociale et solidaire et le CBDIVA. C'est un double contrat en un seul. Nous estimons que le CS est le grand frère du groupe béninois d'économie sociale et solidaire parce que nous sommes, disons, dans la même rivière du social. Et le CBDIVA, ses activités concordent avec l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi nous avons demandé, le président a accepté que ce contrat soit jumelé. Au lieu de contrat avec CBDIVA et contrat avec le groupe béninois, c'est un seul contrat qui concerne les deux organisations. C'est la première fois qu'il signe un contrat de coopération avec une organisation à l'intérieur du Bénin. Une information de dernière minute avant de poursuivre cette édition. Nous apprenons le décès du préfet des collines Donatien Nonhuignon des suites d'une crise cardiaque à son domicile. Plus de détails dans les éditions à venir. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience 3 personnalités, dont l'ambassadrice de France au Bénin, Guillaume Avienou et Enoch Adandé. Véronique Brumeau au cabinet d'Ousmane Batoko. Le président de la Cour suprême reçoit en audience la nouvelle ambassadrice de France près le Bénin. L'hôte du président vient évoquer avec lui les possibilités de redynamisation de la coopération entre la Cour suprême béninoise et sa sœur de la France.
Chaque année, traditionnellement, il y a des échanges avec les institutions sœurs françaises, des missions, des sessions de formation, et nous sommes convenus d'un commun accord de poursuivre cette coopération qui est fructueuse et de lui donner un nouveau dynamisme. L'ALCA, l'association de lutte contre les arrestations arbitraires, pour sa part, est allée recueillir les conseils du président de la Cour suprême. Il nous a nourri de ses expériences, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire dans ce qui est obligatoire à faire. Alors nous avons tiré un peu de sa leçon pour redorer un peu notre blason afin de poursuivre plus loin la lutte contre les arrestations arbitraires et d'intervenir plus pour la condition d'humanisation des détenus en prison. Antoine Detchenou, de son côté, a conduit auprès du président de la Cour suprême un groupe de jeunes et d'anciens. Ils sont allés lui annoncer la tenue imminente au Bénin d'un colloque. Le colloque des jeunes et anciens du Bénin va probablement passer en revue la vie des grands hommes du continent et surtout du Bénin. Vous l'avez compris, c'était plutôt les audiences à la Cour suprême. Pendant ce temps, ça grogne à Bénin Rail, réunis au sein du syndicat des cheminots organisés du Bénin. Les travailleurs ont tenu leur première assemblée générale ordinaire. C'est une rencontre qui leur permet de faire le point des 17 mois de gestion du groupe Bolloré, une gestion en dents de scie. William Choki pour les précisions. Le 14 octobre 2015, à l'avènement de la nouvelle entreprise Bénin Niger Rail, ils avaient tous applaudi. 17 mois plus tard, ces mêmes travailleurs, réunis au sein du syndicat des cheminots organisés du Bénin, disent toute leur amertume. Rien n'a véritablement changé malgré la relance des activités et l'augmentation significative du trafic marchandises. Il n'y a pas eu de nouvelles acquisitions d'équipements. La mise en circulation des trains voyageurs annoncée en 2015 à grand tapage médiatique n'a pas connu le jour jusqu'ici. Ils se sentent exclus dans la prise des décisions. Beaucoup de nos camarades ont été abusivement licenciés, parfois même sans droit. À cette rencontre statutaire, la première assemblée générale ordinaire du bureau exécutif, on note la présence de représentants des dirigeants de Bénin Rail et aussi des responsables de la CSA, la centrale faîtière du Senko Béni. Ce qu'ils expriment, c'est la peur de revivre ce qu'ils ont vécu récemment. Ce qu'ils expriment, c'est la peur d'entendre les enfants réclamer le petit déjeuner et de ne pas pouvoir l'avoir. Plusieurs questions taraudent de l'esprit de ces hommes et femmes. Quel avenir pour leur emploi et le développement du chemin de fer Bénin-Niger dans un climat de crise opposant le groupe Bolloré à l'opérateur économique béninois Samuel Dossou Aoré. Pour l'heure, ils réclament un parapluie salarial, une convention collective pour tout le personnel. Politique à présent, 7 des 13 conseillers élus de la commune de Toribo-Sito ont créé le G7. C'est pour mieux défendre les intérêts de la commune, disent-ils. Suivez un extrait des propos de leur porte-parole au micro de Ghislaine Adimi-Agbozo. Aux dernières élections locales, la population de Toribo-Sito a fait le choix de 13 conseillers communaux, dont la majorité est ici. La majorité de 13, c'est 7. Pour vous annoncer et vous présenter un groupe politique dénommé le G7. Le groupe G7 que nous avons créé a un objectif, qui est d'engager des débats et des échanges politiques pour accompagner le développement de la commune de Toribo-Sito. Il se veut être à l'écoute des braves populations qui méritent plus que ce qu'elles vivent aujourd'hui. C'est un groupe politique qui ne compte pas être responsable des gabégies et des carnages politiques, mais qui veut contribuer aux véritables actions de développement de la commune de Toribo-Sito. Il reste ouvert à tous les autres conseillers communaux animés par le souci de développement de notre localité.
La communauté internationale a célébré hier 23 mars 2017 la journée mondiale de la météorologie. Comprendre les nuages, c'est le thème retenu cette année pour la célébration. C'est Cotonou qui a accueilli les manifestations officielles. Le reportage avec Précieuse Akwehonou et Francis Faton. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports qui a présidé le lancement de cette journée mondiale de la météorologie, une occasion pour mettre en exergue le rôle des nuages et leur influence sur le climat en référence au thème de la journée. Le thème choisi cette année, comprendre les nuages, révèle l'importance cruciale des nuages pour le temps, le climat et les ressources en eau. Le défi des prochaines décennies est de comprendre l'influence des nuages sur le climat ainsi que les incidences de l'évolution du climat sur les nuages. La météorologie intervient dans tous les domaines d'activité. La comprendre est utile pour mieux se l'approprier. La journée météorologie mondiale que nous célébrons doit nous permettre, nous Béninois, de savoir que la météo existe bel et bien au Bénin et que c'est notre chose. Ça doit permettre à tout un chacun de savoir que sans la météo, il n'y a pas l'aviation. Sans la météo, il n'y a pas la vie sur cette terre. Sans la météo, il n'y a pas eu d'évolution dans les différents secteurs d'activité au Bénin. Cette journée permet aux responsables de Météo Bénin de mettre en place une plateforme d'échange où les besoins en termes de produits météorologiques seront bien définis et spécifiés. Retour sur la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte de Zougoudou. C'est un village de la commune de Dassa-Zoumé, dépourvu de tout, même de l'eau potable. Zougoudou, un village si proche et si loin de l'eau potable. C'est un reportage de Abia Toumaro et de Alessis Quenon. 3 minutes déjà que nous roulons sans grande difficulté sur cette piste. Mais au fur et à mesure que nous nous éloignons de la voie bitumée, elle devient impraticable, voire très dangereuse. Mais nous avançons en priant pour que notre voiture ne se renverse pas. Après plus d'une dizaine de minutes de frayeur, le village Zougoudou Bendiagon. Aucune plaque, rien pour l'annoncer. Voici l'école du village. 2 salles pour 4 classes, du CI au CE2. Notre arrivée dans le village est un événement annoncé par un crieur public. Le chef d'arrondissement qui nous accompagnait, accueilli comme un héros. Il faut signaler que Zougoudou est un village de l'arrondissement de Kpengi dans la commune de Dassa-Zoumé. Le village Zougoudou est un ensemble de 12 hameaux frontaliers de la commune de Djidja et du fleuve Zou. Un rapide tour du village et on constate qu'il n'y a rien ici qui annonce les services sociaux de base. En saison pluvieuse, le village est coupé du monde. Il n'y a pas d'hôpital ici. Pour accoucher, il faut aller à Dassa. En l'absence des hommes du village, c'est à la maison que nous accouchons. Pour mon dernier accouchement, c'était en période de crue. J'ai attendu longtemps au bord de l'eau alors que le travail a commencé à 22 heures. C'est finalement à 1 heure du matin que j'ai trouvé une barque. J'ai accouché au bord de la voie. En période de crue, nous femmes ne sortons pas du village. Les hommes nous font des courses. Ici, nous sommes en prison. Zougoudou est un très vieux village, mais très enclavé. Il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école pour les enfants. Même l'eau potable à Zougoudou est un luxe. Les habitants n'en ont jamais connu. Dans un enthousiasme qui contraste avec la gravité de la situation, les femmes suivies des enfants et même des hommes dans un brouhaha joyeux nous accompagnent au bord du fleuve Zou. C'est à environ 1,5 km du village. C'est leur eau de boisson. Sans aucun traitement, l'eau passe du fleuve à la bouche ou au jarre. Il faut noter que les villageois partagent la même eau du fleuve Zou avec les bœufs. Mon village compte 12 hameaux, mais il n'y a de l'eau potable nulle part. Ce village a une population d'environ 600 habitants. Ce fleuve s'assèche complètement
et nous creusons son lit pour avoir de l'eau à boire. Les autorités communales se battent comme elles peuvent, mais jusque-là sans résultat, pour fournir ne serait-ce que de l'eau potable à ces populations. Il y a environ 2 ans, en tant que chef d'arrondissement, j'ai négocié une ONG Gain, qui est venue tenter 2 forages, mais infructueux. Ici. Parce que le sous-sol est très rocheux, les fractions hydriques sont très rares, et il faut des machines très performantes pour pouvoir forer et avoir l'eau ici. La mairie mène les démarches, la mairie court, mais faute de moyens, on n'a pas encore pu amener des machines performantes. Au moment où nous entrons dans notre voiture pour prendre congé, un des villageois, en apercevant notre bouteille d'eau, a insisté pour en connaître le goût. Nous avons été surpris de voir le bonheur que quelques centilitres ont pu procurer. La Poste du Bénin fait peau neuve. Elle a réceptionné de nouveaux bus pour sa filiale Poste Voyage, des bus qui répondent à une technologie de pointe et qui vont desservir de nouveaux axes routiers. Le point de la cérémonie de réception avec Ulvaeus Balogun, Evra Anani et Alexis Segbemon. Des bus flambant neufs de 52 places assises. La Poste du Bénin renouvelle et renforce ainsi son parc afin de satisfaire au maximum sa clientèle. En premier lieu, nous allons ouvrir l'As Cotonou, Parakou, Natitengo. Ça serait un voyage express, un voyage en quelque sorte sans escale avant la destination de Parakou. Ce qui, parce que c'est un as qui est vraiment long. Et pour ne pas trop faire attendre les clients, on va éviter certains arrêts que nous avons l'habitude d'observer. Nous allons désormais lancer un voyage à midi au départ de Cotonou pour Parakou et nous continuons sur Natitengo. Au même moment, un voyage démarre de Natitengo pour Parakou et atterrit à Cotonou. Voyager avec cette entreprise citoyenne, c'est voyager dans le plus grand confort. Avec ses bus innovants, la Poste accomplit également sa mission principale, celle de livrer à temps les courriers. Le plus, c'est que vous pouvez naviguer gratuitement tout au long de votre voyage. Le plus, c'est que la Poste veut maîtriser l'acheminement de son courrier en matière de délai. Donc, tous les voyageurs pensent qu'en prenant la Poste, ils voyagent simplement. Non, en prenant la Poste, les bus de la Poste, ils sont en train de contribuer à la réduction substantielle du délai d'acheminement et de distribution du courrier sur toute l'étendue du territoire. La Poste du Bénin appelle ainsi les Béninois à avoir une part contributive et à faire de cette entreprise la maison du citoyen. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes.